That's hard today. Bon, allez, on y va. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Parlons peu, parlons mode, votre rendez-vous hebdomadaire à retrouver tous les vendredis à 17h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson. Installez-vous confortablement, on est parti pour un bon quart d'heure 100% mode et tendance. À la une de l'actu, aujourd'hui, on va parler de quelque chose complètement insolite. Lidl, la chaîne de supermarchés low cost, a lancé il y a quelques semaines sa collection de vêtements aux couleurs du célèbre logo rouge, jaune et bleu. Et ça a cartonné. Leurs baskets ont rapidement été sold out. Comment expliquer ce succès? Eh bien, on essaiera de comprendre ensemble dans quelques instants. Et puis, autre actualité brûlante, Bottega Veneta, l'une des maisons italiennes les plus en vue du moment, remplace le cuir et les étoffes traditionnelles de la maroquinerie par le papier craft. Une idée géniale que l'on doit à Daniel Lee, le directeur artistique de la marque depuis 2018. Notre portrait de la semaine est dédié à Christian Louboutin, le pape de la chaussure à talons, ou plutôt du soulier comme il dit. On verra comment il a réussi à faire de l'escarpin à semelle rouge une œuvre d'art et on essaiera aussi de comprendre le succès de son esthétique. Notre rubrique iconique revient sur un statement assez discutable de notre garde-robe, à savoir le bob. Alors oui, je fais la grimace parce que personnellement je ne suis pas très fan de ce genre de chapeau, mais c'est justement ça qui est intéressant, comprendre d'où viennent nos goûts et nos dégoûts. Enfin, notre influenceuse de la semaine, c'est Chiara Ferragni. En fait, c'est grâce à elle que le métier d'influenceur existe, en tout cas le métier d'influenceur mode. Je vous raconte son histoire, ou plutôt sa success story, à la fin de cette émission. Et si Lidl s'imposait comme une marque de fringues tendance? Vous savez, dans le monde de la mode, le secret pour être stylé, en toutes circonstances, c'est de n'avoir aucun a priori. La mode nous surprendra toujours, mais la surprise vient parfois de marques auxquelles on ne s'attend pas. Lidl, la chaîne de supermarchés hard discount, a donc su cette année nous surprendre avec brio, avec une collection de vêtements reprenant son logo iconique rouge, jaune et bleu. Une collection restreinte faite de t-shirts, claquettes, chaussettes et baskets qui a d'abord été moquée sur les réseaux sociaux avant de devenir un véritable phénomène de mode. What? Et oui, Lidl s'est retrouvé ces dernières semaines parmi les sujets les plus tweetés. Cette collection est en fait une opération marketing qui commence en 2018 lorsque Lidl présente sa collection de vêtements. La chaîne de supermarchés distribue donc des t-shirts et des chaussettes avec son logo imprimé dessus. Et puis de cette opération naîtra l'idée des baskets qui seront spécialement éditées pour un jeu concours sur internet et donc fabriquées en quantité limitée. Sauf que l'opération a tellement bien marché que les baskets sont devenues collector. Et on le voit bien au niveau des prix, parce qu'elles étaient vendues à l'origine 12,99 €, mais à cause du buzz et de la rupture de stock, certaines paires se revendaient à 2000 € sur internet. Je vous parle de ça, mais le phénomène est quand même resté très localisé en Europe. Il me semble que c'était seulement les marchés belges, néerlandais et allemands qui étaient à la base ciblés, d'où cette flambée des prix, l'histoire de l'offre, de la demande, de la rareté, tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que cette collection était tellement insolite qu'elle a fait le buzz, et dès qu'il y a buzz, vous le savez, il y a convoitise. Les internautes ont rapidement compris qu'acheter un article de cette collection était avant tout acheter finalement un objet collector. Et si je possède un objet collector, je suis in, et ça c'est un peu la base du cheminement de pensée en termes de tendance. C'est le même phénomène qui se produit par exemple avec la tendance des ugly shoes. En fait, je n'achète pas parce que c'est beau, j'achète parce que ça remplit sa fonction première, à savoir marcher, et surtout, j'achète parce que c'est tendance. Et que porter cette pièce tendance m'assure une crédibilité mode vis-à-vis des gens qui, comme moi, comprennent que c'est à la mode. En fait, tout ça, c'est une histoire de code et de reconnaissance de ces codes vis-à-vis des gens qui font partie de ma communauté, en l'occurrence, la communauté des fashionistas. La mode est un jeu, et elle prend parfois, et de plus en plus souvent, je trouve, le contre-pied, en fait, de notre système, de notre société. On l'a vu, par exemple, avec Céline
Celine ou Balenciaga qui se sont largement inspirés du sac de course Tati ou du sac de course Ikea. En fait, en reprenant le design d'un objet culte issu de la culture populaire, mais en l'améliorant avec des matériaux plus nobles, des matériaux haut de gamme, et surtout en lui confiant l'image d'une marque reconnue par le monde du luxe, en fait, on réalise un coup de maître, puisque l'objet du quotidien devient un objet de luxe. Et c'est clairement le monde à l'envers, dans la mesure où d'habitude ce sont plutôt les grandes maisons, les maisons de luxe qui inspirent les industriels, alors que dans les cas que je viens de vous citer, c'est l'inverse. Et c'est finalement ce renversement des codes que je trouve fascinant, puisque la mode a clairement ce pouvoir de créer l'engouement, de susciter l'intérêt pour des objets laissés pour compte ou pour des trucs moche. Alors ça tombe très bien parce que ce petit décryptage que je viens de vous faire va nous servir finalement de base pour comprendre notre deuxième actualité de la semaine. Bottega Veneta commercialise un sac en papier craft d'une valeur de 1800 €. Alors attention, il y a sac en papier craft et sac en papier craft. Surfant sur la dynamique de développement durable et de la nécessité de préserver notre planète, Daniel Lee, le directeur artistique de la maison Bottega Veneta depuis 2018, a eu une idée nouvelle, une idée originale, très innovante, celle finalement de remplacer le cuir ou toute autre matière noble utilisée en maroquinerie par du papier craft, donc du papier recyclé. Un papier non seulement recyclé, mais également intelligent, dans la mesure où il est imperméabilisé, ce qui permet en fait de renforcer la matière et de la rendre résistante aux intempéries météorologiques et aux intempéries du quotidien. Ce papier craft a été utilisé pour deux modèles, à savoir le Shoulder Pouch et le BV Twist, vendus respectivement 1800 et 980 €. Alors oui, ça peut sembler hors de prix pour un sac en papier, mais attention, c'est pas le sac en papier pour faire ses courses, quoi. Comme je vous le disais à l'instant, c'est plus l'innovation, le coup de génie qu'on achète. On achète aussi cette idée de développement durable qui est dans l'air du temps, qui est une nécessité, et c'est aussi et surtout l'image de Bottega Veneta qu'on achète. Comme cette idée est à la fois géniale et originale, tout le monde en parle. Comme tout le monde en parle, c'est tendance, et comme c'est tendance, ça suscite chez les gens l'envie d'avoir pour montrer aux autres qu'ils sont tendance, ou tout simplement pour montrer aux autres qu'ils adhèrent à cette idée de développement durable. Parfois, c'est même pas seulement une question de montrer aux autres, c'est aussi une question, d'adhérer en fait, de montrer à soi-même, de se prouver à soi-même qu'on adhère à certains codes. Si vous êtes intéressé ou tout simplement curieux, sachez que ces modèles sont à retrouver sur le site de la marque en e-commerce. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il a révolutionné le red carpet en y faisant défiler des semelles rouges. Aujourd'hui, notre portrait est dédié à Christian Louboutin. Il est né à Paris en 1964 et il commence à dessiner des chaussures à l'âge de 12 ans. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il se promène au musée des arts d'Afrique et d'Océanie et il voit une pancarte sur laquelle on voit un escarpin barré, panneau qui interdisait alors le port de chaussures à talons pour éviter de rayer le sol. Ce tableau le fascine et il va donc reproduire incessamment cet escarpin et commencer à le décliner sous différentes versions. Après avoir fait ses armes chez Charles Jourdan et Roger Vivier, deux grands noms de la chaussure, il lance sa marque en 91. Comme il a passé sa vie à dessiner des chaussures, ses books sont pleins de modèles et il a donc largement de quoi sortir ses collections. Collections qui ne vont d'ailleurs pas rencontrer le succès tout de suite. Il faudra en effet attendre qu'il se fasse repérer par les grands noms de la mode et à l'époque ce sont principalement les rédacteurs de magazines spécialisés comme par exemple Anna Wintour à la tête du Vogue US. Et puis c'est après, à partir des années 95, qu'il deviendra le chausseur des grands défilés, le chausseur des podiums. Donc il va travailler pour Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Lanvin, Alexandre Vauthier ou encore Diane von Furstenberg. Alors lorsqu'on pense Christian Louboutin, on pense semelle rouge. C'est en effet, pour ceux qui ne le savent pas, sa marque de fabrique qui apparaîtra au fil des collections. Et cette idée de la semelle rouge, une idée originale, il l'a un jour en atelier alors que son assistante se peignait les ongles avec un vernis à ongles Chanel rouge. Et l'histoire raconte en fait qu'il aurait pris le vernis à ongles pour peindre la semelle de la chaussure en question. Et ce détail est depuis resté comme emblématique de la marque, même modèle déposé, puisqu'après de nombreux litiges judiciaires avec d'autres marques qui souhaitaient elles aussi parer leurs souliers d'une semelle rouge, en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu
reconnu l'exclusivité des semelles rouges à Christian Louboutin. Le fait qu'il ait été d'abord chausseur des défilés puis chausseur des stars, ça a largement contribué à faire de Christian Louboutin la marque de chaussures emblématique du monde de la mode et même plutôt de la haute couture. En fait, ces chaussures, elles sont quasiment vivantes, elles sont personnifiées. Avant d'être des chaussures, ce sont des objets, des symboles de la mode, de la féminité. Grâce à la semelle rouge, déjà, ces chaussures sont clairement identifiées, clairement identifiables. Mais au fil de ses campagnes et de ses collections, Christian Louboutin, il a su en fait mettre en scène ses chaussures. Je me souviens par exemple d'une époque, ça devait être, je pense, il y a une dizaine d'années, les chaussures présentées sur son site, en fait, elles étaient mises sous cloche de verre, comme on le fait de certains objets dans les cabinets de curiosité, certains objets ou certains animaux d'ailleurs. Comme si finalement, voilà, la chaussure était vivante ou alors la chaussure était un objet à regarder avec interrogation, avec émerveillement. Un personnage finalement qui se suffit à lui-même et qui n'a pas forcément besoin d'être porté pour exister en tant que tel. D'ailleurs, une paire de Louboutin, c'est typiquement le genre de pièce, comme un sac de luxe d'ailleurs, qu'on expose soit dans un dressing ouvert, soit sur une pile de bouquins comme ça, négligemment sur un meuble. Parce qu'avant de remplir sa fonction première de chaussure, c'est un objet de haute valeur artistique. C'est quasiment de l'art en fait. D'ailleurs, Christian Louboutin est très proche du monde du spectacle et du théâtre. Et donc c'est pas étonnant qu'il aime cette mise en scène de ses modèles, comme si c'était les acteurs de sa propre pièce, de son propre show quoi. Sachez par ailleurs que Christian Louboutin ne fait pas que des talons hauts, il fait aussi des chaussures plates pour hommes, des sacs, des rouges à lèvres, des parfums. Bref, il est complet notre Christian. Et puis pour ceux qui sont à Paris, sachez qu'une nouvelle boutique ouvre rue Saint-Honoré, 260 mètres carrés de bonheur et de glam. Allez-y pour moi s'il vous plaît. Chers amis, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui je vous parle d'une pièce iconique qui n'est absolument pas à mon goût. Aujourd'hui on parle du bob. Il est revenu en force ces dernières années et s'impose même comme une tendance durable. Il faut savoir qu'à la base, le bob, aussi appelé bucket hat en anglais, est un chapeau utilitaire très répandu dans le monde de la pêche et dans le monde agricole. En fait, il permet de protéger du soleil sans gêner la vision. Il peut aussi être facilement glissé dans la poche puisque c'est un chapeau qui se plie intégralement, qui est complètement souple. On peut le fouiner, il perd pas sa forme. Bref, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quand même un objet pratique. D'après les informations que j'ai trouvées sur internet, ça s'appelle un bob parce que les soldats américains portaient ce type de chapeau. Et comme les soldats américains avaient été surnommés les Roberts, eh bien on a pris le diminutif de ce surnom qui n'est autre que Bob pour nommer le chapeau qu'il portait. Why not? Comme de nombreux vêtements utilitaires, ce chapeau a été repris par la culture populaire. Les rappeurs en tête et les stars du hip-hop s'en emparent dans les années 90 et en font leur alternative à la casquette, avec le fameux bob Kangol à l'époque. Mais si le bob commence à devenir tendance à cette époque-là, on a encore cependant du mal à le désolidariser de cette culture musicale et il faudra attendre les années 2010-2015 pour que le bob revienne en force et qu'il apparaisse sur les podiums. Aujourd'hui, Burberry, Gucci ou encore Louis Vuitton se le sont appropriés et cette pièce est vraiment hyper tendance. Alors personnellement, moi j'aime pas ce chapeau pour plusieurs raisons. D'abord, il faut le dire, j'aime pas la forme. Clairement, tous les chapeaux qui font un peu cloche, je suis pas fan. Moi, je préfère les chapeaux qui ont de la tenue, qui sont rigides. Donc avec le bob, n'y est pas du tout. Et puis je trouve que le bob, il apporte pas réellement de valeur ajoutée à la tenue, ce qui est normalement censé faire un accessoire. Je trouve même au contraire qu'il dévalue la tenue en quelque sorte. Alors certes, il peut apporter une touche de décalage. Nous, on aime bien le décalage en matière de mode. Mais quitte à décaler un look, il vaut mieux, selon moi, porter des pièces moins compliquées à travailler, comme par exemple des vestes ou des chaussures. Dans la mesure où une veste, des chaussures, ce sont des pièces qui n'interfèrent pas ou très peu, en fait, avec le visage. Dès qu'on touche le visage, selon moi, il faut être prudent et force est de constater que c'est difficile d'être prudent avec un bob. Il faut faire attention aux chapeaux parce qu'ils peuvent soit nous grandir, soit nous tasser. Et je trouve qu'un bob, ça tasse. Après, ça reste mon avis personnel. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez du bob. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur la question. Oh my god, it's too hot today. Les amis, je crève de chaud là. Plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram, une crinière blonde et des beaux yeux bleus qui sont devenus le logo de sa propre marque. Notre influenceuse de la semaine, c'est Chiara Ferragni. Belle italienne de 33 ans qui s'est faite connaître
en 2009 en postant quotidiennement ses looks sur son blog The Blonde Salad, blog qui explose en l'espace de quelques années, en l'espace de quelques mois même, et la projette sur le devant de la scène. À l'époque, elle est aidée de son boyfriend qui n'est autre que Riccardo Pozzoli, le mari de Gabrielle Konesil, influenceuse dont on a parlé la semaine dernière dans cette même rubrique. Très vite, l'engouement pour cette fille est dingue. Son blog enregistre un flux de visiteurs record et elle se fait remarquer dans le monde très fermé de la mode, monde qu'elle parvient à infiltrer de par l'intérêt qu'elle suscite. À cette époque-là, donc en 2009, le monde de la mode est vraiment en train de changer, d'un point de vue marketing notamment. Et pas que le monde de la mode d'ailleurs. Parce que les entreprises, elles sont de plus en plus conscientes que pour pouvoir exister, eh bien, il va falloir s'engager d'autant plus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux représentent un nouveau terrain sur lequel il va falloir être présent et sur lequel il va falloir opérer. Et ce contexte-là est très important pour comprendre la réussite de Chiara Ferragni en fait. Parce qu'elle a su jouer les bonnes cartes au bon moment. En 2009, tout ce système d'influenceurs, influencés, en tout cas dans le monde de la mode, ça n'existait pas vraiment au sens où on l'entend nous aujourd'hui. Et Chiara Ferragni, en racontant son quotidien sur son blog et en exposant son sens aigu de la mode, va vite comprendre que si elle cultive l'intérêt que les gens lui portent, cela va pouvoir l'aider à asseoir une certaine notoriété susceptible de lui ouvrir certaines portes. Et c'est donc ce qu'elle fait, elle se lance corps et âme dans son projet de blog, elle alimente son Instagram et laisse l'adoration que les gens lui portent faire le reste. Et ça marche puisqu'elle le fait à une époque où ça ne se fait pas encore et comme elle est un peu la seule sur ce nouveau marché, eh bien elle rafle toutes les opportunités. Bref, comme une véritable star, elle va rapidement collaborer avec des marques comme Guess, Steve Madden, Dior, Chanel, Max Mara, Louis Vuitton et j'en passe. Et ça c'est très nouveau puisque pour se faire connaître dans le monde de la mode avant, il fallait soit être mannequin, soit être créateur soi-même, soit être journaliste mode. Et le monde de la mode était encore très fermé, contrairement à aujourd'hui où la pop culture est constitutive du monde de la mode et vice versa. Avec Chiara, une fille sortie de nulle part, plutôt jolie et très suivie sur internet, eh bien quelqu'un lambda peut devenir une véritable icône mode. Et ça a vraiment révolutionné le monde de la mode puisque dorénavant, il y a vraiment ce phénomène d'influenceur influencé qui est à la base, et pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de marques se lancent désormais avant tout sur Instagram. En 2015, elle lance sa marque Chiara Ferragni Collection, une marque très appréciée en Asie dont l'esthétique est très glam, très italienne, très colorée, beaucoup de paillettes, etc. Et sa réussite est telle que Chiara fait l'objet, en tout cas son ascension fait l'objet d'une étude à Harvard. Ouais. Bref, en 10 ans, Chiara Ferragni, elle s'impose à la tête de son propre empire. C'est devenu une star mondiale. Elle a inventé un métier, sorti un livre, sorti un documentaire sur sa propre vie. Elle fait des collaborations prestigieuses. Elle a lancé sa marque de vêtements. Et elle est, voilà, aujourd'hui à la tête d'une corporation internationale. Selon le magazine Forbes, l'an dernier, elle était l'influenceuse la plus puissante au monde. Une belle réussite qu'elle partage aujourd'hui avec son rappeur de mari, Fedez, et leur fils, Leone, dans un sublime appartement à Milan. Et sachez que The Blonde Salad, le blog de ses débuts, est devenu aujourd'hui un magazine en ligne, l'une des vitrines de la tendance mode. Si vous voulez en savoir plus, sachez que le magazine Elle a publié l'an dernier un article sur son site que je trouve très intéressant et qui se penche vraiment sur les sommes astronomiques que génère cette nana, que génère en fait chacune de ses activités. Je vous mets le lien de l'article en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous voulez le lire. C'est hyper intéressant et ça permet vraiment de se faire une idée du poids de son influence dans le monde de la mode. Je vous conseille aussi, si vous êtes sur Amazon Prime, de regarder le documentaire sur sa vie, documentaire qui s'appelle Unposted. Encore une fois, c'est très intéressant et ça raconte un peu l'histoire de son ascension et de sa vie actuelle. Là encore, très inspirant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai été ravie d'être avec vous pour cet instant mode et tendance. Aujourd'hui, ça a été un petit peu difficile parce qu'il faisait très très chaud. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ce qui arrive très régulièrement puisque je publie une vidéo par jour du lundi au samedi. Donc si vous ne voulez rien rater, activez les notifications grâce à la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore sur mon site pamelacobson.fr. Je vous embrasse, on se retrouve lundi pour le vlog et la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons peu, parlons mode. Bye!